Deux événements majeurs ont eu lieu concernant la crise énergétique européenne, mais aussi mondiale, et ils auront sans aucun doute des conséquences énormes, non seulement pour les Américains et les Européens, mais aussi pour le monde entier. Ceci s'ajoute bien sûr à une année déjà incroyablement turbulente avec des prix de l'énergie qui ont explosé. On prévoit déjà la faillite de milliers d'entreprises et des millions de familles qui vont souffrir et avoir froid cet hiver. Il semble cependant que la situation ne cesse d'empirer. Le vrai problème, c'est qu'il n'y a pas de solution facile et qu'il n'y a pas vraiment de moyen de contourner ces problèmes. Aujourd'hui, nous allons passer en revue ces deux nouveaux événements, ce qu'ils sont, comment ils fonctionnent et pourquoi tant de gens crient que le ciel nous tombe sur la tête. Mais avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner en activant toutes les notifications pour ne rien manquer des dernières actualités financières. C'est parti! Le premier développement concerne les importations de gaz naturel de la Russie vers l'Allemagne et le reste de l'Europe. La plupart de ce gaz passe par ces énormes pipelines sous-marins, appelés Nord Stream 1. Et ce gaz alimente d'autres pays que l'Allemagne, même si c'est là que passe le gazoduc. Ce gazoduc est tellement important qu'au cours de la dernière décennie, on a commencé à en construire un deuxième, appelé Nord Stream 2. Il est cependant très controversé et augmenterait la quantité de gaz naturel que l'Allemagne pourrait importer de Russie, ce qui ferait baisser les prix à court terme, mais rendrait l'Allemagne et le reste de l'Europe plus dépendants du gaz naturel russe. C'est pour cette raison que la Nord Stream 2 a été combattue par tant de peuples et de groupes différents parce qu'ils s'inquiétaient des intentions de la Russie. L'Allemagne a ignoré ces risques pendant des années et ne semblait pas vraiment s'en soucier, elle voulait le gaz russe bon marché et a perdu toute moralité. Une fois que l'invasion de l'Ukraine a commencé et que les menaces russes contre le reste de l'Europe ont commencé à affluer, l'Allemagne a réalisé son erreur, mais il était déjà trop tard. Nord Stream 2 était pratiquement achevé et prêt à fonctionner, mais il n'a jamais été mis en service et il a été annulé pour une durée indéterminée. Mais bien sûr le mal était déjà fait, car l'Allemagne est déjà massivement dépendante du gaz russe par Nord Stream 1. La Russie le sait bien sûr, et elle a extrêmement bien joué ses cartes en ce qui concerne la dépendance énergétique de l'Europe. Elle sait que l'énergie coûteuse va nuire à l'économie allemande, et donc limiter l'approvisionnement en gaz par le biais de Nord Stream 1 permet de maintenir l'approvisionnement serré et donc les prix élevés. Cela se produit maintenant depuis des mois, avec des problèmes de maintenance, des fuites de gaz ou un tas d'autres excuses. La capacité du gazoduc a été réduite de 100% au début à 60%, puis à 40% et enfin, la semaine dernière, à 20%, ce qui correspond à notre situation actuelle. Le nouvel événement est que la semaine dernière, la Russie a annoncé que Nord Stream 1 allait être entièrement fermé, que sa capacité allait être ramenée à 0%, et elle a prétendu qu'il s'agissait d'une maintenance courante sur une turbine essentielle au fonctionnement de l'oléoduc, et elle a également prétendu que tout serait remis en marche hier. Voici l'énorme problème auquel nous sommes confrontés aujourd'hui, bien que le gazoduc n'ait pas été remis en service. Gazprom, l'énorme compagnie russe de gaz naturel qui possède et gère Nord Stream 1, a déclaré qu'un problème technique avait été découvert et que le gazoduc ne pouvait pas fonctionner tant qu'il n'était pas réparé. Tout le monde sait que c'est absurde, la Russie fait cela depuis des mois, mais la raison réelle de cette fermeture importe peu. Le fait est qu'il n'y aura plus de gaz arrivant en Europe depuis Nord Stream 1. Cette fermeture a été parfaitement programmée par la Russie pour différentes raisons, il n'est donc pas surprenant de les voir agir de la sorte. La première raison est que l'Europe a acheté de plus en plus de gaz qu'elle n'en a réellement besoin au cours des derniers mois, accumulant des réserves et les stockant en prévision de l'hiver, lorsque le gaz est vraiment essentiel pour que les gens puissent chauffer leur maison. La Russie coupera complètement le gaz, ce qui causera des dégâts considérables. L'Union européenne s'était fixé comme objectif de constituer 80% de ses réserves de gaz d'ici novembre, mais elle a dépassé cet objectif et l'a atteint la semaine dernière. Maintenant, plus les réserves de l'Union européenne sont importantes, moins la Russie peut avoir un impact sur l'Union européenne au cours de l'année prochaine. Ils ne veulent pas que ces réserves augmentent et la Russie est probablement assez surprise et ennuyée que l'Union européenne ait réussi à faire quelque chose rapidement et efficacement pour une fois dans sa vie. La deuxième raison pour laquelle le moment est si bien choisi est que la Russie a lentement augmenté la pression sur l'approvisionnement en gaz pendant toute l'année 2022, en particulier depuis l'invasion de l'Ukraine. En conséquence, les prix du gaz naturel n'ont cessé d'augmenter et il ne s'agissait pas seulement d'un pic singulier au moment de l'invasion et d'un lent déclin par la suite. Comme nous l'avons vu précédemment, la Russie veut maintenir les prix aussi élevés que possible pour deux raisons, infliger autant de douleurs que possible à l'Europe, mais aussi gagner autant d'argent que possible pour la Russie elle-même. Le problème pour la Russie est qu'il y a quelques semaines, les prix du gaz ont atteint de nouveaux sommets, mais ce n'était qu'un pic et les prix ont recommencé à baisser, jusqu'à atteindre une chute de 21% par rapport à ce sommet. La Russie veut maintenir ses prix à la hausse, donc réduire davantage l'approvisionnement crée une pression supplémentaire sur l'offre, et entraînera une nouvelle hausse du prix du gaz naturel. C'est le premier événement massif dont nous parlons et qui aura un impact énorme sur la sécurité énergétique de l'Europe et du reste du monde, mais ce n'est pas le seul. L'autre grand événement est que le G7, qui est un groupe de 7 pays, les États-Unis, le Canada, le Royaume-Uni, la France, l'Allemagne, l'Italie et le Japon, ce sont tous des alliés et ils sont tous opposés à l'invasion de l'Ukraine par la Russie pour des raisons évidentes. Ils ont fait une proposition, menée par les États-Unis, pour essayer de limiter les revenus pétroliers de la Russie et l'empêcher de trop profiter des prix élevés du pétrole.
Ce plafonnement des prix des exportations russes a pris des mois pour arriver jusqu'ici, mais il a finalement été accepté, du moins en grande partie. Bien sûr, l'Union européenne doit encore demander à ses 27 membres de le mettre en œuvre et de voter en sa faveur, et la Hongrie et quelques autres pays pourraient tout simplement le rejeter. Il est également peu probable que d'autres pays, comme l'Inde ou la Chine, soutiennent le plan, ainsi que de nombreux autres pays, car ils aiment leur pétrole russe et ne veulent pas nuire à leur relation avec la Russie, car ils perdraient alors l'accès à ce pétrole. Le gouvernement indonésien a déclaré il y a quelques mois au monde entier que la Russie leur vendait du pétrole à un prix inférieur de 30% à celui du marché. Ceci étant dit, ce plan va probablement entrer en vigueur pour le G7 et pour la plupart des pays de l'Union européenne. Cela devrait être une bonne nouvelle, mais bien sûr, il y a un gros problème, et ce problème est que la Russie n'aime pas ce plan. Elle a déclaré que tout pays qui établit un plafond pour le prix de son pétrole n'aura aucune exportation de pétrole vers lui. Le problème devrait être clair, cela créera des chocs d'approvisionnement pour ces pays et réduira l'offre potentielle de pétrole pour eux, ce qui fera monter les prix et causera encore plus de problèmes pour ces pays. La vérité, c'est qu'il est très difficile de prédire comment cela va se passer, car la Russie a déjà proféré des menaces très similaires l'année dernière, mais elles n'ont jamais été suivies d'effet. Il y a environ 6 mois, lorsque le rouble était en grande difficulté, la Russie a exigé que tous les remboursements de gaz soient effectués en roubles pour essayer de soutenir sa monnaie. La plupart des membres de l'Union européenne ont bien sûr répondu qu'ils ne le feraient pas, qu'ils ne paieraient pas leur gaz en roubles et la Russie a déclaré que si elle ne le faisait pas, elle ne pourrait plus acheter de gaz du tout. Bien sûr, cela a provoqué une flambée des prix du gaz pendant un moment et beaucoup de gens se sont inquiétés, mais à la fin, la Russie a silencieusement fait marche arrière parce qu'elle ne voulait pas arrêter de vendre ce gaz à l'Europe et cesser d'engranger ses profits. Nous sommes maintenant dans une situation très similaire en ce qui concerne le plafonnement du prix du pétrole et la Russie utilise la même menace qu'auparavant. Mon instinct me dit simplement que la Russie n'ira probablement pas jusqu'au bout, parce qu'elle veut toujours et a besoin de ses ventes de pétrole et qu'elle doit déjà vendre à des pays tiers comme l'Indonésie avec un rabais de 30%. Et si elle arrête de vendre à l'Ouest, ce rabais ne pourra qu'augmenter. Il y a cependant un autre problème majeur ici et c'est le fait que le contrôle des prix fonctionne très rarement. Le capitalisme est tout simplement la force la plus puissante du monde, parce qu'il s'agit en fait de millions de forces individuelles travaillant en conjonction les unes avec les autres. Lorsque les gouvernements s'impliquent et essaient de forcer les prix dans une direction, cela conduit toujours à des problèmes d'une sorte ou d'une autre. Le meilleur exemple en est le contrôle des loyers dans des villes comme Berlin, qui a été absolument désastreux. Oui, il a permis de maintenir les loyers à un niveau bas pour certaines personnes qui ont la chance d'avoir un appartement, mais il a entraîné une mauvaise répartition massive des ressources. Aucun nouveau logement n'est construit dans ces villes, de sorte que des millions de personnes ne peuvent pas trouver de logement à louer et que cette politique est un échec total. Il est en fait très probable que nous assistions à des échecs similaires lorsque ce plafonnement des prix du pétrole sera mis en œuvre, car il est très difficile de le faire correctement. Nous pourrions simplement voir la Russie refuser de vendre à l'Ouest autre chose que les taux du marché, ce qui entraînerait des pénuries d'approvisionnement partout, ou nous pourrions également voir cela conduire à la militarisation du marché du pétrole, comme la Russie l'a déjà fait avec les marchés du gaz. Je pense qu'il est nécessaire de mentionner que ce n'est pas seulement un problème pour l'Occident, mais qu'il y a aussi d'énormes problèmes en jeu ici. Pour la Russie, la production de pétrole est très difficile à arrêter et à relancer. Nous avons vu que lorsque l'Union soviétique s'est effondrée, la production de pétrole est passée d'environ 10 millions de barils par jour à 6 millions de barils, et il a fallu 20 ans à ces pays pour revenir à la barre des 10 millions de barils par jour. Si la Russie cessait de vendre du pétrole en réponse à ce plafonnement des prix, les installations de stockage du pétrole en Russie augmenteraient rapidement, et il faudrait arrêter la production à un moment donné, ce qui pourrait être absolument désastreux. Il y a un autre problème majeur concernant le pétrole russe, de nouvelles sanctions doivent encore entrer en vigueur, mais elles le feront bientôt, et elles concernent l'assurance des pétroliers russes. Elles pourraient rendre presque impossible l'obtention d'une assurance pour un pétrolier transportant du pétrole russe et empêcher la Russie d'exploiter son pétrole. Les réservoirs se rempliraient à nouveau et la production devrait être interrompue, ce qui aurait des conséquences sur une décennie pour la Russie. Il semble que l'instinct de chacun, en ce qui concerne la Russie, est de supposer que l'Europe est au bord de l'effondrement, alors que la Russie est tranquille. Pour être clair, je pense que l'Europe est en train de se faire marteler, qu'elle est dans un désarroi total et qu'elle a de sérieux problèmes, mais la même chose est aussi vraie pour la Russie. Il est incroyablement difficile pour la Russie de vendre du gaz à d'autres pays en dehors de l'Europe et l'arrêt de toutes les ventes à l'Union européenne se traduira par l'absence totale de revenus dont la Russie a désespérément besoin. La Russie est également déjà contrainte de vendre du pétrole à des prix massivement inférieurs et à d'énormes rabais par rapport au taux du marché, et si elle doit prendre des mesures concrètes pour réduire sa production, ces effets dureront des décennies. Le principal contre-argument semble être que le rouble russe est fort en ce moment, mais que sous la surface, les marchés du rouble sont sévèrement limités et que tout ne va pas si bien. Pour l'instant, la crise énergétique se poursuit et elle est sur le point d'entrer dans une nouvelle phase sans fin en vue. La guerre en Ukraine continue également, bien qu'avec une nouvelle vigueur de la part de l'Ukraine concernant cette incursion offensive. Les chances sont que cette guerre ne va pas se terminer d'aussitôt, et par conséquent la crise énergétique ne va pas se terminer bientôt non plus.